J'ai construit cet amalgame en fait de plein de choses, de plein d'images, de symboles, voilà, cet amalgame afro-français et peut-être un peu arménien aussi maintenant en moi. Et ça peut pas être négatif. Ça aurait pu l'être si vraiment j'avais essayé de tout chercher à l'extérieur en fait. C'est à ce moment-là que je me suis dit putain, ça me manque, tu vois. C'est un truc de dingue. Au moment où tu as la nostalgie. Cet attachement envers l'Afrique que je ne pourrais pas enlever. Et là, je suis partie dans une nostalgie du pays tant aimé. Bienvenue dans Sodade, le podcast du voyage, de la nostalgie de son chez-soi et des solutions pour dépasser ce manque. Je suis Constance Léon. J'ai rencontré Ridouane pour la première fois en octobre dernier lors du sommet de la francophonie à Erevan en Arménie. Ridouane est née et a grandi au Sénégal. Elle a vécu une grande partie de sa vie en Afrique, en Mauritanie et en République centrafricaine notamment. Elle est désormais traductrice, réalisatrice et poétesse à Paris. Nous nous retrouvons cette fois-ci en avril sur les marches de l'Opéra dans le centre-ville d'Erevan. Il pleut. Je vois Ridouane au loin. Elle est abritée sous son parapluie et elle regarde à droite à gauche où est-ce que je peux bien être. Barefstes, Ridouane. Ça va ? Oui, ça va. Tu me cherchais peut-être ? Oui. Ça va ? Oui, très bien. Bon, alors je suis désolée parce qu'il faisait beau ces derniers jours et j'étais contente qu'on se fasse une petite promenade. Ça me dérange pas. Voilà. C'est pas grave. La pluie ne me dérange pas. Bah moi ça me dérange un peu, tu vois, je me disais ça va être sympa, tu vas pouvoir montrer ton Erevan et puis ça va être bien parce qu'il va faire beau, tout ça, puis là on restera calfeutré sous un parapluie. Bah écoute, ça va très bien avec je sais pas, l'électricité dans l'air va très bien avec mon humeur, c'est-à-dire un mélange d'excitation, de confusion, de questions, de joie et... Qu'est-ce qui te met en branle comme ça ? Tout, tu sais, quand on a des réflexions comme ça qui sont là et qui sont installées, qui durent et qui changent pendant des mois comme ça, avec le documentaire, tous les projets culturels, tous les trucs, ça s'arrête pas là-haut. Bon, je pense que tu vas revenir sur ces projets-là et que j'ai un peu évoqué aussi en présentation. Mais d'abord, je veux bien que tu me décrives un peu où est-ce qu'on est. Ouais. J'ai dit qu'on était sur les marches de l'Opéra au centre-ville d'Erevan, mais est-ce que tu peux peut-être me décrire pour les gens qui ne connaissent pas Erevan ? C'est une place devant un monument assez connu des Yerevanais et c'est l'endroit où se trouvait du coup le sommet de la francophonie, les pavillons du sommet de la francophonie, et c'est par là que j'ai commencé à découvrir Yerevan en fait. Est-ce que peut-être tu peux me décrire physiquement à quoi ça ressemble ? Physiquement, c'est très gris, assez imposant et j'ai l'impression, j'aime bien le contraste justement ici entre... y a beaucoup de bâtiments qui sont pas très colorés, mais je sais pas, je me dis que ce qui s'y passe à l'intérieur justement et les plus tôt. Je sais pas, je suis jamais entrée, mais j'ai l'impression que c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Très gris, une architecture assez soviétique comme le reste de la ville. Il y a des mimes qui s'amusent à embêter des passants dans leur routine, et c'est assez intéressant. Ils sont filmés par je sais pas, je pense qu'ils font une vidéo, un truc, un espèce de happening dans la ville. Et j'avoue que j'avais pas très envie qu'ils viennent me voir. C'est peut-être mon côté parisienne. Ils sont habillés en débardeurs rayés et ils ont vraiment la figure blanchie comme le mime Marceau. Je suis arrivée ici parce que mes parents étaient là déjà, parce que mon père travaillait à l'organisation du pavillon France, du sommet. Et du coup, je venais les rendre visite, ça faisait un moment que je les avais pas vus, mes parents qui sont toujours en vadrouille. Et du coup, avant d'arriver, ma mère m'a dit tu verras, c'est incroyable, les Erevanais sont géniaux, ils sont accueillants, mais c'est quand même étrange parce que dans la rue, on me prend en photo, on me touche parce que je suis noire. Ça m'a paru très étrange et je me suis dit il y a un sujet de documentaire là-dessous, donc ça m'a encore plus motivée à venir et à passer 10 jours ici. Voilà. J'ai 27 ans, j'habite à Paris depuis 2013. J'ai eu un parcours universitaire assez compliqué, ce que j'assume complètement et que je trouve génial.
Ça m'a aidée à me former, à être la personne que je suis aujourd'hui. Je suis passée par les sciences politiques, la littérature, avant de faire des études de cinéma. Je suis scénariste de formation et du coup je suis réalisatrice autodidacte et je suis aussi traductrice en freelance, voilà, pour des entreprises. Et j'écris de la poésie, j'écris une pièce en ce moment aussi, voilà. plein de choses. Je suis fille de diplomate. Mon père est diplomate français. J'ai grandi en Afrique, surtout. Voilà. Où j'ai grandi. Je suis née au Sénégal, à Dakar. C'est là que mon cœur est et sera toujours. Et je suis passée par la Mauritanie, le pays de ma mère, le Bangui, Centrafrique, et Mali. J'ai fait mon lycée au lycée français de Bamako. Il y a un souvenir qui me revient tout le temps et qui est assez émouvant pour moi. Et j'avoue que je suis assez étonnée d'être aussi émue là tout de suite d'en parler. Quand j'avais quel âge ? C'était en Mauritanie. Je devais avoir 4-5 ans. C'est peut-être un de mes premiers vrais souvenirs. Et je m'asseyais souvent sur les marches du perron, donc devant la maison. Et au soleil, comme ça, un soleil vraiment aveuglant, je sais pas, j'adorais être là et penser aussi aux gens qui étaient en France et qui n'avaient pas droit à ce soleil. Je m'en souviens très bien et je me mettais les mains sur le visage, sur les yeux, et je regardais le rouge de mes mains, voilà, ce que le soleil faisait sur mes mains, et j'imaginais tout ce que j'allais faire plus tard. C'était à Nouakchott ? Oui, à Nouakchott, c'est ça. Et c'était assez incroyable parce que j'imaginais plein de choses, la musique, des voyages, parce que je voulais être chanteuse petite, des voyages, ce que j'allais écrire, ce que j'ai toujours voulu écrire. Et je me sentais heureuse et j'étais persuadée que j'allais réaliser mes rêves. Et quand j'y pense là maintenant, ici à l'Opéra, où vraiment beaucoup de choses ont commencé pour moi, depuis mon arrivée à Erevan, ma première visite ici, j'ai l'impression que je commence à réaliser ces rêves de petite fille et c'est plutôt cool. Oh pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. By the hand of the Almighty, we forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. On peut voir que ma voix tremble beaucoup, je suis très émue. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ici à Erevan, il y a un mix de beaucoup de choses qui me tiennent très à cœur et en même temps de choses qui peuvent me gêner parce que quand on a un coup de foudre comme je l'ai eu pour cette ville, pour ces gens, un coup de foudre c'est toujours un peu éloigné de la réalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vient pas de la réalité en fait, quelque chose c'est un mélange de projections, de choses qu'on a en soi, de choses qu'on croit voir, et j'ai l'impression que dans cette chanson aussi il y a cette idée de rédemption et de liberté, d'idée de laisser aussi l'autre libre de nous décevoir aussi parfois, et le pardon qui est très important. Et c'est vraiment ce que je ressens là, c'est-à-dire que j'ai découvert que Erevan n'avait pas que des qualités, les Arméniens n'ont pas que des qualités, ils sont aussi imparfaits que moi. Et c'est ce que j'aime en fait, et quelque part, voilà, j'aime être là à découvrir les défauts de l'Arménie et des Arméniens et essayer de les accepter aussi, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est pour toi la saudade dans ce cas-là ? C'est une tristesse heureuse. Je pense que ce qui me caractérise, c'est que la joie ne me quitte pas même quand je suis triste ou malheureuse. C'est peut-être mon côté ascendant Sagittaire. Et j'ai l'impression que ce souvenir en fait a un lien avec tous les moments de ma vie. Quel que soit l'endroit où je me trouve, j'ai toujours cette petite fille à Nouakchott en Afrique en moi en fait. Ouais. J'ai compris aussi avec mon métissage, tout ça, parce que du coup mon père est français, ma mère est mauritanienne. J'ai compris que je ne pouvais pas chercher le chez moi à l'extérieur de moi en fait, parce que je me sens ni totalement chez moi en France ni totalement chez moi à Dakar, même si je me sens plus chez moi à Dakar. La Mauritanie c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué, mais
j'ai construit cet amalgame en fait de plein de choses, de plein d'images, de symboles, voilà, cet amalgame afro-français et peut-être un peu arménien aussi maintenant en moi, et ça peut pas être négatif. Ça aurait pu l'être si vraiment j'avais essayé de tout chercher à l'extérieur en fait. On fait le tour de l'opéra et donc il y avait de la musique classique qui est diffusée en haut-parleur, et là on passe à côté des artères assez larges d'Erevan qui s'appelle l'avenue Mashtot, et c'est pour ça qu'il y a un bruit de trafic. Et on se dirige vers l'avenue du Nord où tu as tourné, Ridouane, les premières images de ton documentaire dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est assez étonnant parce que tu égrènes des petits moments de vie. Et souvent, là, dans les personnes que j'ai rencontrées depuis 1 an pour faire ce podcast Sodade, ce sont des personnes qui ont plutôt vu leur Sodade comme quelque chose de l'ordre d'une épreuve à surmonter. Toi, c'est quelque chose que tu as l'air d'avoir déjà intériorisé, réfléchi, et en fait qui a l'air d'être utile dans ton processus de création. Oui, très très utile. C'est-à-dire que je pense que je ne serais rien sans ça. Clairement, je ne serais pas moi. Chacun a son chemin, son parcours, sa manière d'intérioriser ce trouble, parce que la Sodade reste un trouble en fait. Je suis très positive et je préfère toujours trouver la joie partout, mais c'est clair que ça a été une épreuve à surmonter. Mais je suis heureuse en fait. Parce que c'est ce qui m'a permis de créer plein de choses. Je pense que tous mes poèmes sont teintés de cette Sodade. Et je pense que la Sodade, en fait, je la ressentais même quand j'étais en Afrique, en fait. Là où j'avais l'impression d'être chez moi, plus chez moi qu'en France en tout cas, je ressentais cette Sodade. C'est comme si quelque part je l'avais anticipée, en fait, à chaque fois. Et du coup, je pense que peut-être que j'ai eu moins de mal à vivre avec, peut-être. Parce que je m'attendais à ce que ce soit difficile de repartir en France et d'aller étudier en France. Et oui, elle est dans tous mes textes, dans mon documentaire aussi, parce que je commence le documentaire en disant, avec des interviews d'Africains, de délégations africaines qui étaient venues ici, mais ensuite je commence à parler de moi. Moi, fille de diplomate français, fille de Mauritanienne, fille ayant grandi entre des pays d'ex-colonisés, un pays d'ex-colons, la France, etc. Donc c'est quelque chose qui est là, qui est vraiment présent tout le temps. Est-ce que tu peux d'abord me parler de ton documentaire et exactement de quoi ça cause, et aussi justement me dire en fait quelle est ta place à toi dans une institution telle que la francophonie. Ouais. Alors, le documentaire... c'est une exploration de ma méfiance d'afro-française. Une exploration en même temps de l'Arménie, des Arméniens, de leur fascination pour les personnes noires, africaines ou afro-américaines ou autres. Et en fait, du coup, j'ai pris le prétexte du sommet de la francophonie et de cet événement assez incroyable, c'est-à-dire que c'était un peu une expérimentation, quoi. Toutes ces délégations africaines qui étaient là en Arménie, comme ajoutées à l'ambiance arménienne, à l'environnement arménien. Du coup, mon documentaire s'appelle In vitro en Arménie. Donc vraiment, je prends l'Arménie comme un laboratoire. Et du coup, je me demande en fait si ma méfiance, c'est-à-dire le fait que je cherche à tout prix le racisme partout, parce que je viens de France et que clairement je vis du racisme dans ma vie de tous les jours, même si beaucoup moins que des personnes qui sont plus noires que moi, je suis arrivée en cherchant le racisme. Et du coup, je me suis surprise et j'ai eu un peu honte en fait quand je demandais aux Arméniens alors est-ce qu'il y a du racisme ici ? J'insistais un peu en fait, et je me suis rendu compte que c'était un peu indécent de ma part, parce que déjà quand on pose des questions, on cherche pas, on n'inclut pas la réponse dans les questions. C'est un peu éthiquement, je trouve que c'est un peu dommage. Et du coup, voilà, j'interroge. Ça ne va pas plaire du tout aux militantes antiracistes en France, ça c'est sûr, et j'ai hâte de provoquer le débat d'ailleurs. Je me demande si la fascination pour les Noirs ne peut pas être positive dans un pays qui n'a pas d'imaginaire colonial. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, en continuant ce documentaire, que
qu'il y a quand même des stéréotypes qui sont importés d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Du coup, je suis encore en train de me remettre en question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par des stéréotypes importés d'ailleurs ? C'est-à-dire qu'il y a quand même le côté... je sais pas, c'est Kanye West surtout, et les footballeurs et tout, qui ont une influence sur l'imaginaire des Arméniens. Je sais pas, de s'attendre à ce qu'un noir sache jouer au foot, s'attendre à ce qu'un noir fasse forcément du hip-hop, une idée de la masculinité noire, une idée aussi peut-être, je sais pas, du corps des femmes noires aussi. Voilà. Mais ça, ce sont justement des stéréotypes que nous, on a l'habitude d'allier au racisme et aussi à l'histoire de la colonisation, justement. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment en Arménie, alors qu'il n'y a pas d'imaginaire colonial, comment est-ce que ces stéréotypes ont pu arriver en fait. Et après, c'est toute l'histoire de la mondialisation, je sais pas, de certains programmes à la télé ou sur internet qui véhiculent ces idées-là. Et voilà, et là je me retrouve en fait à critiquer ma propre mise en question du départ, et ce que je trouve très intéressant, et ce que j'inclus dans le documentaire, parce que j'ai envie vraiment c'est in vitro, mais c'est aussi une expérience sur moi-même en fait. Voilà, mes doutes, ma confusion, et puis la mettre au centre du documentaire pour montrer qu'on n'est pas parfait, et quand on cherche quelque chose, on trouve autre chose, quoi, voilà. Tu parlais de cette imperfection. Alors moi, ça me donne envie de revenir à ce qu'est la francophonie. Oui. Et aussi ensuite d'aller peut-être vers qu'est-ce que ça t'a appris pour toi, ce documentaire et cette expérience de la francophonie. Je vais peut-être rappeler que la francophonie, c'est à la fois une institution, une organisation internationale qui vise à regrouper les pays qui parlent le français, mais qui ont aussi un attrait pour tout l'univers de la francophonie. Donc par exemple, l'Arménie n'est pas un pays francophone, mais elle a hébergé le dernier sommet pour tout un tas de raisons diplomatiques, économiques et politiques et institutionnelles. Comment toi tu te places en tant que jeune femme métisse avec un père diplomate sur ces questions de colonisation et de néocolonisation que soulève souvent l'institution de la francophonie ? C'est très compliqué et à la fois fascinant. Et très paradoxal, comme tu l'as dit. Alors, c'est-à-dire que, encore, je reviens à l'idée de trouver le positif partout, parce que c'est important. Sans ça, je pense qu'on ne peut pas vivre, même s'il faut rester indigné et parfois se sentir révolté, c'est aussi important. Alors, moi, dans la francophonie, ce que j'aime vraiment, c'est le côté interculturel en fait, l'idée de rencontres et de créer des projets qui créent une émulation et qui permettent une création artistique en fait, vraiment. C'est ce qui m'importe. L'idée que de faire aussi du positif avec l'horreur de la colonisation, clairement j'aurais préféré qu'il n'y ait pas eu de colonisation, mais aujourd'hui voilà, nous avons plein de pays qui parlent français, nous devons, faire quelque chose de positif avec l'histoire en fait, avec ce qui s'est passé. Et je pense que la francophonie y participe, même si évidemment il y a des, plein de considérations politiques ou autres, franchement, dont je ne suis absolument pas experte. Et voilà, après c'est assez paradoxal et assez intéressant, et moi je me nourris aussi de ça en fait, de ce paradoxe, du paradoxe de mon métissage, de cette double culture, du paradoxe du métier de mon père et de mes opinions anticolonialistes, anti-France-Afrique, etc. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est vraiment un beau terreau en fait pour créer, et j'en suis reconnaissante en fait de toute cette complexité. Et là, on va s'arrêter devant une institution ici en Arménie. Tu peux peut-être les décrire ? Alors, c'est des fontaines à eau. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avoue que ça ressemble un peu à des... voilà, à des seins. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Et voilà, c'est intéressant parce qu'il y en a partout. Et du coup, je trouve ça bien que l'eau soit gratuite. Voilà, qu'il y en ait partout, et elle est bonne en plus. Il y a un homme qui s'était approché pour jouer de la guitare et il a vu mon micro, il a bu de l'eau et il s'est éloigné. Ça s'appelle des poulpoulaks.
par rapport à justement ce que ça a créé en toi, faire ce documentaire. Et donc, tu parsemais cette définition de Saudade en disant que c'était partout dans tes poèmes, par exemple. Est-ce que tu connais un de tes poèmes par cœur ? C'est un poème qui m'avait été inspiré en fait par une expression en arménien dont on m'avait parlé. Attends, on va juste se déplacer un tout petit peu parce qu'on est abonné au marteau-piqueur apparemment. Le poème avait été inspiré par une expression arménienne, Mernem Sertet, qui veut dire « je meurs pour ton cœur ». C'est au moment où je partais en fait en octobre. J'étais super triste, mais vraiment triste. Je savais que j'allais revenir, mais j'avais pas envie d'aller à Paris. Il faisait beau à Erevan, c'était terrible. Et voilà, j'ai écrit ça. Au revoir. Vraiment, oh, revoir tes nuages moutonnants, revoir tes danses, tes transes, revoir ton ciel bleu. Oh, te revoir. Je meurs pour renaître plus lumineuse encore que la lune au temps du chaos qui m'a menée vers toi. Je meurs pour ton cœur, je meurs pour ton âme. Combien de fois suis-je partie pour revenir ? Au revoir, beauté ensoleillée, le froid ne m'atteint plus. Beauté des cœurs, Arménie, je ne savais pas que je t'aimais. Là, la Saudade, on la sent, je pense. J'entends pas ton pays natal forcément, Ah non. Mais du coup j'entends que c'est comme si il y avait un nouveau chez toi dans ce poème, qui n'est plus l'Afrique mais l'Arménie. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, mon chez-moi est un amalgame de plein de choses, donc oui, l'Arménie s'est ajoutée à cette nostalgie, à cette Saudade qui constitue mon chez-moi en fait. Si, je pense qu'on entend quand même des résonances sénégalaise dans ce poème parce que j'ai beaucoup pensé à Senghor en fait en écrivant ça et sa manière de cette nostalgie en fait qu'il y a dans ses poèmes parce que Senghor était quand même entre deux cultures lui aussi entre la culture française qui lui a beaucoup apporté et à laquelle il a aussi beaucoup apporté et le Sénégal et sa manière de parler du Sénégal de parler des femmes sénégalaises je pense qu'il y a quelque chose dont je m'inspire tout le temps en fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi l'idée de soleil qui est importante et je pense que ça a un lien beaucoup avec cette joie qui m'habite constamment. Et le soleil, boule de feu, déclive sur la mer vermeille. Au bord de la brousse et de l'abîme, je m'égare dans le dédale du sentier. Elle me suit, cette senteur haute, altière, qui irrite mes narines délicieusement. Elle me suit et tu me suis, mon double. Le soleil plonge dans l'angoisse, dans un foisonnement de lumière, dans un tressaillement de couleurs, de cris, de colère. Une pirogue, fine comme une aiguille dans une mer immense, étale, un rameur et son double. Saignent les grès du cap de Naz quand s'allume le phare des mamelles, au loin. Le chagrin tel me point à ta pensée. Je pense à toi quand je marche, je nage, assis ou debout. Je pense à toi le matin et le soir, la nuit quand je pleure, et oui, quand je ris. Quand je parle, je me parle, et quand je me tais, dans mes joies et mes peines, quand je pense et ne pense pas, cher, je pense à toi. Le poème s'appelle « Et le soleil », Senghor. Ce que je ressens là maintenant par rapport à ce poème, à ces deux poèmes que tu viens de me lire, c'est encore une fois ta définition très diffuse de la Saudade qui s'est diffusée en toi au fur et à mesure de tes expériences. Et je sais pas, j'ai une sorte d'impression, tu vas me dire si je me trompe complètement. Tu es revenu ici aussi en Arménie pour présenter une pièce de théâtre pendant un festival de théâtre francophone ici. Et j'aimerais bien que tu me parles du sujet de cette pièce et peut-être en quoi ce sujet t'est personnel, pourquoi tu l'as écrite. La pièce parle d'une jeune femme qui a tout perdu, qui a perdu son nom, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus qui elle est, elle a perdu son corps, comment dire. Elle ne sait plus qui elle est, elle ne ressent plus rien, elle est là dans une obscurité. Donc voilà, c'est une scène sans lumière en fait. Voilà. Et il y a sa voix. Et on l'entend qui essaie de comprendre où elle est, ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est morte, pourquoi est-ce qu'elle ne ressent plus son corps, pourquoi elle est seule. Et une voix va lui parler, une voix d'homme. Une voix qui va essayer de lui... qui cherche une femme qui s'appelle Zora. Voilà, sauf que Zora c'est elle, et elle ne le sait pas.
Et au fur et à mesure, elle va parler avec cette voix d'homme et avec des voix d'autres personnes qui en fait sont des personnes de sa famille. Et elle va essayer comme ça de chercher Zora pour ces personnes-là qui la cherchent. Et en fait, elle va trouver Zora elle-même. Et au fur et à mesure, elle va retrouver son corps, elle va retrouver son identité, elle va comprendre ce qui lui est arrivé aussi. Et elle va pouvoir mettre des mots dessus. Et quelque part, ces voix-là qu'elle prenait quelque part pour des voix divines, des voix, des voix transcendantes, elle va se rendre compte en fait que ces voix sont la voix d'un tout. Et elle retrouve foi en elle, foi en un dieu ou en une transcendance, voilà, en même temps qu'elle se retrouve elle-même. Il y a aussi une importance du métissage en fait dans cette pièce, c'est-à-dire que c'est une fille qui est entre deux cultures, entre une culture Peul, une culture de la pudeur, une culture de la discrétion, de la fierté. Et cette culture est aussi, ces valeurs-là sont aussi positives que négatives en fait. Et une culture occidentale, une culture française. Et en fait, une des raisons pour lesquelles elle ne sait plus qui elle est, c'est qu'en fait, elle est complètement perdue dans tout ça et dans la perception que les gens ont d'elle. Et voilà, elle est complètement perdue. Et je trouve que c'est important de mettre des mots dessus et qu'il y ait des personnages métis en fait, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un... Ça fait un moment d'ailleurs que le métissage prend de l'ampleur dans le monde et je pense que c'est important de donner la parole aux métisses et surtout aux femmes et à l'idée que quand même cette idée de intersectionnalité des discriminations ou des expériences, le fait d'être une femme et d'être noire, d'être une femme noire et musulmane et de culture musulmane. Cette fille, Zora, c'est un peu moi, même si clairement c'est une fiction. Comme toute femme, j'ai vécu des traumatismes qui sont inhérents au fait que je suis une femme et au fait que je suis métisse. Voilà, l'incompréhension de la famille pour certaines valeurs qui me sont chères, des valeurs de liberté, liberté de mon corps, liberté de l'esprit, tout ça, voilà. Comment gérer tout ça, comment gérer le discours de la famille et sa propre liberté, voilà, tous ces thèmes-là. Tu as une culture Peul toi-même ? Ma mère est Peul, toute ma famille mauritanienne, sénégalaise, parce que c'est les deux, est Peul. Et oui, je parle Peul, enfin je comprends très bien, je parle un peu moins, mais du coup voilà, cette pièce est écrite aussi en Peul à moitié. Et pour moi c'était important aussi de mettre en avant cette langue qui m'est chère et qui m'a construite en fait. Et je pense que je suis autant Peul que française et c'est assez incroyable parce que cette idée de pudeur, de discrétion, je l'applique tous les jours de plus en plus, ado moins parce que j'étais dans la provocation. Mais là je vois à quel point ça me sert et justement dans cette pièce j'essaye en utilisant le conte et le réalisme magique, j'essaye de justement amener des sujets très douloureux comme le viol, le slut-shaming, tout ça de manière très subtile et très Peul en fait, afin que cette pièce puisse être comprise et appréciée aussi d'un public africain peut-être qui n'a pas envie d'être provoqué dans ses opinions et qui a envie d'être respecté en fait aussi. Et il y a une expression que j'adore et qui est d'ailleurs le nom de mon association, l'association parisienne que j'ai, qui est un réseau d'artistes francophones, et qui l'expression c'est Ko Jamtan. Ça veut dire c'est la paix uniquement, il n'y a que la paix. Tu parlais d'identités multiples, d'islam, de culture Peul, et tu parlais beaucoup de ton modèle, donc de ton père. Donc là, tu n'en parlais pas par rapport à ces deux questions-là. Et je me demande par rapport à ta mère, est-ce que quelle relation tu as avec ta mère et peut-être comment ça s'inscrit ? Est-ce que ça a un sens par rapport à ta Sodade et par rapport à chez toi ? Ouais. Alors clairement, tu fais bien d'en parler parce que j'étais en train de me le dire aussi. Ma mère, c'est tout. C'est incroyable à quel point elle est elle aussi quelque part métissée à sa manière, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, dans ma famille en fait, mauritanienne, sénégalaise, on a vraiment toujours eu à cœur en fait de célébrer la langue française, la francophonie, parce que j'ai un ancêtre qui était chef d'un canton au Sénégal, le Damga, et qui travaillait avec les Français. Bon, on peut dire que c'est un collaborateur, beaucoup de gens le disent.
Mais en fait, il a fait comme il pouvait pour préserver son peuple, les gens qui comptaient pour lui. Et il était par exemple chevalier de la Légion d'honneur. C'était un vrai francophone. Et ma mère, quelque part, elle vient de tout ça en fait. Et pour moi, elle a conservé et sa culture Peul, elle nous l'a transmise, ce qui n'est pas facile quand même. Bon, même si on a vécu en Afrique, c'est pas facile de transmettre une culture africaine à ses enfants quand la culture occidentale et la mentalité occidentale prend autant de place en fait. Et elle l'a fait de manière vraiment admirable. Et justement, elle a ce trait très qui est vraiment propre aux femmes Peul, que ma grand-mère partage d'ailleurs, sa mère, c'est le fait d'être incroyablement flexible en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais coincée, butée en fait dans ses opinions, etc. Et elle s'adapte toujours au monde, à nous, à nos opinions, et elle nous respecte énormément. Et ce respect que ma mère a pour moi, c'est un cadeau incroyable pour ma vie en fait. Vraiment, et je l'admire parce qu'elle est, elle pourrait ne pas être, rester sur ses positions, camper sur ses positions et ne pas être d'accord avec certains aspects de ma vie, etc. Mais non, elle est toujours là et elle considère que Kojam Tan. C'est la paix quoi qu'il arrive parce que je suis sa fille quoi. Par rapport à ta maman justement, quelle relation tu as avec elle et en quoi ça te permet peut-être de te construire aussi par rapport à cette saudade et à cette nostalgie ? Je pense qu'elle m'a aidée en fait et elle m'aide constamment à accepter la partie africaine en moi et à l'aimer et à la nourrir. On est très très proches, vraiment très 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 proches, c'est-à-dire que je lui dis tout. Même déjà parce qu'elle peut tout entendre, vraiment tout. Dans ma création, dans mon processus créatif, mes parents sont très importants parce qu'ils sont tous les deux très artistiques, littéraires, tous les deux. Ma mère écrit, mon père écrit. Je lui envoie mes poèmes tout le temps. Elle me fait des retours. Ça nous est arrivé d'écrire des choses à quatre mains. Voilà, mes parents en fait, que ce soit ma mère ou mon père, sont je suis une continuité d'eux en fait, vraiment. Et par rapport à la saudade, clairement c'est comme mes parents sont comme un pansement sur cette nostalgie. Et ils m'encouragent à l'exprimer, ils l'expriment avec moi, on communique beaucoup, on parle tout le temps, on parle de tout, alors ça ne fait que m'encourager et nourrir mon expression artistique. On vient de passer sous ce qu'on appelle un dalan, c'est un arche en fait qui est sous un bâtiment et qui nous donne accès à un petit coin un peu plus tranquille. Il y en a partout à Erevan, c'est des endroits où où il y a une grande artère, un dalan et puis on débouche sur des cours avec plein de grands immeubles de type soviétique avec plein d'ajouts et donc il y a plus de calme autour de nous, on entend même les oiseaux. Il y a quelques voitures qui passent quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide quand tu es ici à Erevan en Arménie, qui t'aide à surmonter ou à juste regarder cette saudade ? Pour mon documentaire, j'ai rencontré Cher Omar Diaye qui est un étudiant sénégalais et que j'ai interviewé pour mon documentaire. Et c'est vrai que passer du temps avec lui ici en Arménie, ça fait du bien parce que j'ai l'impression d'être plus proche du Sénégal, de Dakar. Et je sais pas, c'est bien d'avoir un peu de Dakar ici en Arménie, à Erevan. Mais par contre, j'étais en train de me poser la question tout à l'heure de ce fantasme aussi qu'on peut avoir quand on a cette saudade par rapport à son pays d'origine ou alors le pays natif, qui est le Sénégal pour moi. J'ai l'impression que je projette beaucoup quand même et qu'il faut faire attention à ça, justement. Quand on a cette saudade, quand on est habité par cette saudade, c'est que je ne connais pas le Sénégal et Dakar, le vrai, c'est-à-dire celui de maintenant. Je ne suis pas allée à Dakar depuis 2011. En fait, c'était pendant mon entretien pour Sciences Po. J'ai passé à Dakar.
j'ai une vision un peu fantasmée de ça. Dès que je rencontre un Sénégalais ou une Sénégalaise, je suis contente un peu comme un Français qui est un Français, c'est-à-dire 100%, qui aime l'Afrique et qui rencontre un Africain et qui est trop content. Voilà. C'est un peu cette impression que j'ai parfois et je me dis attention. Voilà, ne joue pas au néo-colon, toi aussi, quelque part, parce que oui, c'est l'impression que Dakar, le Sénégal, ne m'appartient plus en fait. Et c'est là que aussi est vraiment le côté négatif de cette saudade en fait, le côté douloureux de la saudade. Et voilà, et vraiment je me rends compte de plus en plus que c'est comme ce que je disais sur le coup de foudre tout à l'heure en fait. Coup de foudre que ce soit pour un lieu, pour une personne, parce que je pense qu'un lieu et une personne c'est un peu pareil en fait dans l'imaginaire. Ça peut être assez éloigné de la réalité et ça peut être... c'est à prendre avec des pincettes. Et par rapport à l'Arménie par exemple et mon documentaire, j'ai tout de suite exprimé très fort ce que je ressentais de positif et petit à petit je tempère, j'ajoute d'autres éléments, mais toujours je me raconte et je raconte tout ça, c'est-à-dire que je nommais rien. Et le fantasme, ni ce que j'ai pu ressentir de négatif après. Voilà, et je pense que c'est vraiment important d'être honnête avec soi et avec les autres. C'était un monsieur qui vient de passer et il avait un chapelet à la main et il a dit quelque chose. This is true. Voilà, il est d'accord avec moi. C'était Ridouane, entretien et montage Constance Léon. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à nous laisser une myriade d'étoiles sur votre application de podcast. Une musique de Passa Beats. Saudade est une idée originale de Francine Pipien, un podcast de Gaywell Studio.